Bonjour tout le monde, Bonjour. j'espère que vous jouez bien et bienvenue dans ce premier épisode du Tour du Monde en 80 jeux. Alors j'ai avec moi ma collègue de voyage, Tatiana du blog Girl.game, Salut. qui va présenter un petit peu le concept de cette série de vidéos. Alors, le Tour du Monde en 80 jeux, c'est une émission qui va se pencher sur le jeu de société, mais qui va l'aborder sous un angle peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on va plutôt parler de l'aspect culturel d'un jeu, pourquoi sa thématique, qu'est-ce qui a intéressé l'auteur, l'éditeur, le créateur dans le fait de mettre en avant une ville, un pays, une région, et de quelle manière, justement, ça a pu s'imbriquer avec des mécaniques de jeu. Et évidemment, on va essayer de faire en sorte le plus souvent possible d'avoir des invités qui vont pouvoir nous parler eux-mêmes de leur démarche. Bonjour. Et donc pour notre premier jeu, on a invité Étienne Esperman qui va nous parler de son jeu Bruxelles. Alors, avant de commencer à parler un petit peu du jeu, on s'est à peu près fait une petite base de données d'une centaine de jeux pour à peu près une quarantaine de destinations. Donc on n'a pas tous les jeux dans notre ludothèque, donc on fera des emprunts à gauche, à droite. Et donc, on va commencer par notre beau pays qui est la Belgique, et on va commencer donc avec Bruxelles. Avant ça, toi, Tatiana, ton rapport avec le milieu du jeu de société. Alors, Tu viens de où? Comment ça t'est tombé dessus, cette passion? moi, j'ai découvert le jeu de société sur le tard, en fait. Donc, j'étais déjà adulte, je venais d'arriver à Bruxelles et mon premier job, après l'Oreca, évidemment, comme tout bon étudiant, ça a été de travailler dans une boutique de jeux. Donc, j'ai fait vraiment un parcours de boutique de jeux en boutique de jeux. Je suis passée aussi par l'édition où je me suis occupée de l'animation pour Reproduction pendant environ 2 ans. Et actuellement, je travaille toujours dans une boutique de jeux parce que c'est ce qui me passionne. À côté de ça, j'ai un blog où j'écris un peu d'articles, de moins en moins puisque je suis passée à la vidéo. Et je fais évidemment des présentations de vidéos, de nouveautés, de petites pépites dénichées un peu à gauche à droite. Voilà. Toujours très bien fait. Oh, c'est bon. Ben, moi, je suis arrivé dans le jeu de société sur le tard. À la base, je suis rôliste depuis l'âge de 14-15 ans. Et c'est une fois au club de jeu, on a eu beaucoup d'existements en une fois pour notre table de jeu de rôle. Et un pote a dit, écoutez, comme on n'est pas assez, hop, j'ai acheté un jeu. Je sais quoi, un jeu de société. Je peux te demander ce qui me tombait dessus. Et c'était Small World. Donc, Je crois qu'on a tous à peu près commencé là-bas. voilà, donc par rapport aux jeux de société qui sont sortis, c'est quand même arrivé sur le tard. Et après, j'ai fait ouais. Et après, ils m'ont montré leur armoire de jeux de société. J'ai fait ok. Et voilà. Et ma passion à la base du jeu de rôle s'est étendue aux jeux de société. Ce qui est quand même comique maintenant, c'est que maintenant, pour attirer les rôlistes, on passe par le jeu de société et ils passent rôlistes. Les plus vieux comme moi, c'est l'inverse. Et donc, à partir de là, j'ai continué dans le jeu de société et maintenant, j'évolue en tant qu'animateur sur différents festivals. Mais donc, moi, je suis Étienne Espreman. Alors, au niveau parcours ludique, j'ai toujours aimé jouer. Le jeu de société dit moderne, ça a commencé aussi assez tôt ou tard, ça dépend un peu ce qu'on entend. Mais je me rappelle que ça devait être vers 2000, j'ai acheté un jeu qui s'appelait Les Colons de Catane. J'ai fait quelques parties à ça. J'en ai des potes, on a beaucoup aimé. Ceci dit, très vite, j'ai un peu fait le tour et je suis allé dans un célèbre magasin de jeux. Non, t'as pas travaillé là chez Casse-Noisette, toi? T'as pas travaillé? C'est là que j'ai commencé. C'est là que t'as commencé, voilà. Donc, je suis allé là. Donc, pareil, c'était en 2000. Je sais plus. Non, ça commençait à dater. Et je leur ai demandé ce qui venait de sortir. Et ils m'ont montré la dernière, la version allemande encore à l'époque de Puerto Rico. Ils avaient les règles étaient traduites et mis sur des feuilles A4 et mises sous cello. J'ai acheté ça et puis là je me suis dit ah ouais quand même. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà et puis ça n'a pas arrêté. C'est marrant parce que Puerto Rico, c'était aussi un peu ma porte d'entrée. Je me souviens, une des toutes premières soirées jeux que j'ai faites, c'était à la Haute Poste et c'était aussi avec un Puerto Rico. Et ça, c'est vrai que ça fait un ah ouais quand même. J'ai encore rejoué il y a peut-être un mois, donc celui-là, il reste dans les annales. Il fait partie des classiques maintenant. Hein. Ouais. Et donc voilà, et donc de plus en plus, et puis enfin vraiment de plus en plus, j'ai fréquenté l'Outpost qui a fait de Bruxelles assez connu des gamers pendant longtemps. Depuis qu'on a fondé Geek Attitude Game, j'ai moins le temps d'y aller, mais et j'ai malheureusement moins le temps, paradoxalement, de découvrir les nouveautés. Ça c'est un peu dommage.
parce qu'on teste 100 fois les mêmes jeux. Mais bon, je fais quand même ce que je peux pour me tenir à la page. Voilà. Bien. Ok, donc du coup ça c'est ton parcours ludique en gros et après le générique on va revenir sur la création de Bruxelles. Générique. Le premier jeu qu'on a sélectionné, c'est le jeu Bruxelles. Bon, voilà, nous sommes tous les trois belges, donc on commence par un jeu belge, par un auteur belge sur une thématique belge avec un polo belge. Et ce fut aussi un de mes coups de cœur ludiques quand je l'ai testé. Donc pour moi, ça a été une sélection tout à fait naturelle et automatique de commencer par ce jeu-ci. Alors, à toi. Pourquoi Bruxelles? Alors, pourquoi Bruxelles? D'abord, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, je joue depuis longtemps et j'ai eu assez vite plusieurs idées de prototypes de jeux qui n'ont pas abouti, qui sont restés à l'état de proto et qui avaient plein de défauts. Puis j'ai eu envie de faire un jeu sur Bruxelles. Donc je suis liégeois d'origine comme toi, Tatiana, mais j'habite à Bruxelles maintenant depuis une vingtaine d'années. J'aime beaucoup cette ville. J'avais envie il n'y avait pas encore de jeu sur Bruxelles, j'avais envie de la mettre à l'honneur. Et donc, j'ai cherché un thème. On pourrait dire plein de choses sur Bruxelles. J'avais 2 thèmes en tête. J'ai commencé à bosser 2 prototypes. Il y avait un sur l'Art Nouveau que j'aime beaucoup. J'aimais déjà l'Art Nouveau avant d'avoir fait le jeu. J'avais visité des maisons Art Nouveau. C'est une époque que j'aime beaucoup. Fin 19e, début 20e siècle. Et un deuxième thème, qui était un deuxième jeu qui existe toujours sous proto d'ailleurs, pour la parenthèse, je m'y suis remis, qui est sur la reconstruction de la Grande Place de Bruxelles, mais ça c'est vraiment autre chose. Donc, des 2 jeux, moi je sais pas faire 4 choses à la fois, hein. Moi j'admire toujours les auteurs qui font 4 jeux en même temps. Moi, celui-ci s'est implanté dans ma tête de plus en plus, et donc c'est celui que j'ai logiquement sur lequel j'ai avancé le plus de manière naturelle. Donc c'est celui des 2 qui est sorti. Et donc voilà, c'est un jeu qu'ensuite en prototype j'ai amené beaucoup à l'Outpost, j'ai fait tester à l'Outpost et ailleurs, et puis qui a plu et qui est devenu ce qu'il était. Alors on en parlait tout à l'heure. Je suis vraiment parti. Donc l'idée c'était de faire c'était pas une mécanique, c'était vraiment un thème à la base. L'Art Nouveau. L'Art Nouveau pour moi, enfin l'Art Nouveau c'est plein de choses, mais c'est principalement un mouvement architectural. Mm-hmm. Faut savoir que la première maison dite de type Art Nouveau, qui est reconnue mondialement, c'est celle de Bruxelles, l'hôtel Tassel, qui date de 1893, d'où le titre, œuvre de Victor Horta. Puis il y en aurait eu beaucoup d'autres après et même partout dans le monde. Donc c'était une particularité qui je pensais méritait d'être mise à l'honneur et voilà. Alors qui dit architecture dit pour moi dans mon esprit, je sais qu'aujourd'hui maintenant tout ça se fait par ordinateur, mais avant c'était les grandes tables de dessin. Oui. Les immenses tables de dessin avec 2 lattes qui coulissaient. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà. On faisait les plans là-dessus. Et j'ai eu l'idée de faire un plateau avec des actions abscisses et ordonnées où 2 lattes auraient glissé de manière latérale sur le plateau pour définir une zone. Ah. J'ai bricolé ça tenait pas du tout, c'était n'importe quoi. Pourtant l'idée était bonne, mais c'est lattes qui glissaient. Mais le concept abscisse ordonné, on le retrouve. Voilà, il se retrouve dans le matériel. Et maintenant, en fait, c'est simplement rendu par l'équerre sur le plateau. Mais je suis vraiment parti de cette conception-là. Une table d'architecte, un système de lattes, d'abscisse d'ordonnées, et le plateau à la base, c'était l'idée de base. En fait, c'était une idée même avant de le créer. Donc,
C'était d'abord cette idée dans ma tête, avant de le faire sous format papier et me rendre compte que c'était difficile à faire correctement. Mhm. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, et ça m'a pris des mois et des mois, mais à 90%, le jeu tel qu'il est là existait déjà dans ma tête avant que je commence à découper le premier papier. Ce qui est vraiment, je suis très lent à démarrer. Ça prend énormément de temps de développer un proto, hein, aussi. Hein. Ouais, tu sais, Voilà. c'est de quoi il Bah oui, voilà. Je suis en train aussi de développer un petit quelque chose et on verra bien où ça. Mais sinon, oui, c'était vraiment le thème en premier. Je suis parti du thème pour la mécanique. Après, ça. Tu as déjà une passion à la base pour l'art nouveau, toi personnellement? J'ai une passion pour l'art nouveau et pour l'architecture en général, puisque quand j'étais gamin et pendant des années, j'ai voulu, c'était ce que je voulais faire, c'était architecte. Mais c'est resté pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte à l'adolescence que l'école ne me passionnait pas tant que ça, les maths non plus, et donc voilà. Faut pas dire ça devant un Non, je sais, mais t'es prof de quoi, toi? Informatique. Voilà. Ouais, bon, c'est pareil, ça me passionnait pas non plus. Et on dit que c'est les pires voyous qui font les meilleurs flics. Hein. Apparemment, je suis un bon prof, donc Voilà. c'était bien Ouais. cancre. Maintenant, peut-être parler au niveau des actions sur le plateau. À quoi tu as voulu faire référence par rapport au côté architectural et travail de l'architecture au niveau des différentes actions du plateau? Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, le plateau, pour moi, est parti, l'idée est partie de cette table d'architecture, donc le système d'abscisse ordonnée qu'on retrouve. Bon, mais qui disait architecture, les actions allaient assez de soi, hein. Il faut d'abord avoir des matériaux et puis pouvoir construire avec. L'art nouveau, alors ce qui est vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà visité une maison de Victor Horta ou autre, je vous invite à le faire. Donc, si tu as fait ça, tu auras constaté que qui était complètement dingue à l'époque, c'est qu'un architecte dessinait non seulement la maison, mais dessinait tout ce qui allait dedans. Le mobilier, enfin, tout, les moindres serrures, les moindres clés. Je sais que j'ai visité un des bâtiments ici à Bruxelles qui est de Victor Horta, qui est l'hôtel Solvay, qui est un bijou d'architecture Art Nouveau. Eh bien, là, il y a, je crois, si je me souviens bien, 220 clés qui ouvrent toutes les portes, fenêtres, etc. Et elles sont toutes différentes. Elles ont toutes été dessinées par Victor Horta. Il dessinait même chaque clé. C'est phénoménal. Donc, je parle des clés des portes, des armoires, ils étaient complètement fous à l'époque. Ça prenait 10 ans ça coûtait une fortune. Donc, c'était des maisons qui étaient pas destinées à n'importe qui non plus. Mais c'est des joyaux uniques. Donc, ça aussi, je voulais vraiment mettre en avant. Donc, architecture, les matériaux, la construction, mais aussi les œuvres, puisqu'il créait le mobilier, des lampes, les tables. Oui, donc voilà le pourquoi de toutes ces petites tuiles, je veux dire, les œuvres qu'on peut aller revendre. Voilà. Alors le marché de l'art. Le marché de l'art et tout ça. Oui. Et alors, je tenais également, pour le côté historique, à mettre en place des personnages. C'est pour ça qu'on retrouve. Alors, j'en avais beaucoup plus. J'en avais une cinquantaine de différents. Au niveau illustration, on a inséré. Mais donc, on a gardé les personnages principaux de l'époque, qui sont le prince Albert. Le prince Albert. Il y avait Charles Bulls qui était bourgmestre à l'époque. Il y a Van der Velde qui permet de libérer un homme qui a été ministre de la Justice. Enfin, donc tout ça est. Oui, voilà. C'était vraiment des gens qui ont existé. Ils viennent pas de n'importe où. Oui, donc voilà le pourquoi du fait que tu puisses récupérer un meeple avec Emile Van der Velde parce que il était ministre de la Justice. Et c'est pour ça qu'avec Charles Bulls, vous grimpez sur l'échelle du blason Saint-Michel qui représente, c'est le blason de la ville de Bruxelles. Donc voilà, tout a été pensé, calculé, et parti du thème pour en faire les actions. C'est pour ça qu'il y a ces actions-là, l'action évidemment des matériaux, comme je disais, de la construction, mais aussi des œuvres, etc., les personnages. La rencontre des notables. La rencontre des notables, donc ce sont les personnages dont je vais te parler. Le système du marché de l'art, que je voulais aussi un petit peu, je voulais aussi le rendre. Je voulais trouver une mécanique qui fait que plus on est influent, plus on est
on a une renommée dans l'art, donc plus on a créé d'œuvres, plus Plus on on a- a une influence sur la vente, donc plus on va pouvoir aller chercher des points de victoire, etc. Oui, oui. Donc j'ai essayé de rendre ça comme ça aussi, toujours avec un système d'appui sur données. Le système d'imposition des matériaux pour la construction. Alors là, c'est plus mécanique, mais j'avais envie de rendre ça un peu plus difficile. Ce qui ressemble au produit final, finalement, plus à une horloge, beaucoup de gens l'appellent comme ça, était à la base un compas. Ouais. Mais bon, bref, hein, dans les contraintes techniques, illustratrices, Mhm. etc. du jeu, c'est resté un compas, hein, thématiquement. C'est comme ça qu'on en parle dans les règles, mais Oui, tout à fait, oui. mais c'était peut-être un peu plus visible sur le prototype. Mais ça, c'est toujours intéressant quand tu vois la manière dont tu vas essayer de traduire ton idée matériellement parlant. Comme tu disais, 90% du jeu était déjà dans ta tête à la base et c'est après voir comment tu peux faire en sorte d'agencer ça et de le traduire en fait mécaniquement et matériellement jouable. Mm. Et que effectivement, parfois, comme tu dis, pour les gens, c'est une horloge, tel pion, ce sera un chapeau, alors que c'est pas du tout ça. Mais après, c'est le joueur aussi qui s'approprie le matériel et qui en fait un peu ce qu'il veut. Et malgré tout, c'est ce qui est bien justement dans Bruxelles, c'est que tu réussis à garder ton identité du jeu du début à la fin. La thématique est très forte. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand il est sorti, je travaillais à l'entrejeu et on a eu énormément de demandes. Le jeu a été très vite en rupture de stock parce que notamment, tu avais eu pas mal de promotions via la RTBF, il me semble. Oui, il y avait Et pas donc, mal d'articles à l'époque. Effectivement, les gens étaient très intéressés et on a vu débarquer un public qui n'était pas forcément gamer, qui se limitait assez souvent au Monopoly et même pas au Colon de Catane, qui voulait le jeu parce que ça parlait de Bruxelles et parce que c'était aussi beaucoup des amateurs d'art, comme toi aussi, de l'architecture, vraiment de ce thème très particulier. C'était vraiment intéressant de voir ces gens plongés dans le jeu quelque part, avec évidemment pas le jeu le plus facile du monde non plus, mais qui avaient cette envie d'y venir parce que le thème les a attirés. Oui, il y a eu beaucoup de ça. Je sais que, donc nous sommes aujourd'hui en 2019. J'ai encore, de temps en temps, il m'arrive, ça m'est vraiment arrivé il y a encore quelques mois, d'avoir quelqu'un qui me dit qu'il l'avait acheté à l'époque, qu'il est resté dans une armoire, que depuis il a découvert, donc il n'a pas commencé par celui-là, ils ont vu les règles, ils ont fermé, ok. Et puis petit à petit, ils ont découvert le jeu moderne à travers d'autres jeux. Et maintenant, ils y viennent, ils kiffent le jeu, ils l'aiment beaucoup, c'est vraiment un des clous de leur ludothèque. Et ça fait plaisir. Il y a des gens qui l'ont acheté il y a 5 ans, c'est là où je veux en venir, et qui commencent à le découvrir maintenant, mais qui l'aiment toujours autant, et ça fait plaisir. Donc, voilà, c'était pas un achat inutile, il aura fallu le temps de rentrer dedans. Exactement. Mais c'est vrai que du coup, il est un peu débarqué au moment où le jeu de société moderne devenait très populaire, où il y avait des Seven Wonders que les gens commençaient à acheter et qui aujourd'hui a atteint des chiffres de vente phénoménaux. Et comme tu dis, effectivement, il a dormi sur une étagère et il y a des gens qui commencent à le découvrir que maintenant qu'ils sont entre guillemets prêts, parce que c'est vrai que à l'époque, c'était effectivement il était classé quand même parmi des jeux qui n'étaient pas super accessibles, en tout cas pas autant que qu'on parle de catégorie expert. Oui, clairement, il se range dedans, en tout cas quand tu n'es pas gamer de tous les jours. Et oui, effectivement, il est appréciable maintenant. Est-ce que justement cette réaction te fait parfois te dire, bah tiens, je vais lui redonner un coup de jeune, je vais le relancer ou? alors ça c'est prévu. Ah. C'est prévu, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais récupérer les droits maintenant sur le jeu. Car il n'a pas été édité sur GAG. Non, c'était pas le Games à l'époque. Geek Attitude Games n'existait pas encore. Voilà. C'était pas le Games, que j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'avais très envie de... C'est Sébastien de Jardin, le premier que je suis allé trouver. Il a beaucoup aimé le jeu aussi, donc il a décidé de le faire. Mais entre-temps, le temps a passé. J'ai fondé, comme vous le savez, Geek Attitude Games. On a fait un jeu sur le salon d'Essen. Ah, encore une ville, d'ailleurs. C'est bizarre, il est dans notre base de données. Mais et l'idée, c'est que, alors, ce qui existait déjà à l'époque, c'est un jeu de cartes sur le jeu. Quand je dis qu'il existait déjà à l'époque, c'est que quand Bruxelles est sorti en octobre 2013 à Essen, une semaine ou deux plus tard, je suis allé chez Sébastien. On a fait un test de son Deus qui était en proto. Oui. Vous vous souvenez. Et moi, je lui ai dit, tiens, j'ai quelque chose à te montrer. Et je lui ai dit, Bruxelles, jeu de cartes. Donc, il avait été interpellé. On a fait une partie, voilà. Et il m'avait dit qu'il trouvait l'idée intéressante.
D'ailleurs, après, les choses se sont développées. Comme vous savez aussi, Pearl Games a été racheté par Asmodee. Il a été question qu'il ne réédite plus le jeu. Puis il m'avait contacté une fois en me disant que l'idée du jeu de cartes l'intéressait quand même. Et j'avoue avoir dit, écoute, voilà, tu m'as dit que tu n'allais pas développer parce qu'il y a également une extension au jeu. En fait, tout ça c'était des choses qui étaient possibles, puis qu'il m'avait dit qu'il ne le ferait plus. Alors moi je me suis dit, désolé, je te remercie beaucoup pour la chance que tu m'as donnée, mais moi je vais garder le jeu de cartes parce que aujourd'hui j'ai fondé Geek Attitude Games et j'ai très envie de le développer en tant qu'auteur et éditeur. Chose qu'il est bien placé pour savoir. Voilà. J'ai très envie de travailler sur un jeu de A à Z. Et donc il y a un jeu de cartes qui va sortir cette année sur lequel on va travailler. Où on retrouve vraiment rien qu'avec des cartes, toute l'association du jeu, mais de manière allégée. Toujours thématique Art Nouveau? Toujours thématique Art Nouveau, toujours les mêmes actions, et on retrouve toujours ce système d'abscisse et d'ordonnée avec des cartes. Donc on retrouve c'est Bruxelles 1893, mais en jeu de cartes. Et volontairement, au départ, il était aussi, c'est pour ça que j'en parlais, au niveau de la difficulté du jeu. Je l'avais fait un peu trop gamer à nouveau, et on s'est dit, jeu de cartes, qui sera moins cher, donc format plus petit, etc., mais on va le rendre plus accessible à un public plus large. Donc, sur des règles un peu simplifiées, mais quand même bien stratégiques, avec toujours ce qui fait la force de Bruxelles, c'est le choix. Au moment où tu fais ton action, tu mets ton pion sur une case parce que tu veux faire cette action, mais en même temps parce que tu mises une certaine somme parce que tu voudrais ce bonus-là, et donc ça reste dans le jeu de cartes aussi. D'accord. C'est intéressant parce que quelque part, ça suit aussi une espèce de, je dirais pas de mode, mais de mouvement qu'on voit pour l'instant avec des jeux gamers qu'on connaît qui ont été revus à une version plus concentrée, sans perdre de leur saveur, mais vraiment pour le rendre plus accessible à un grand public. Je pense par exemple aux Aventuriers du Rail New York, qui est une version light des Aventuriers du Rail, ou Puerto Rico, le jeu de cartes, qui est aussi une version plus simple du Puerto Rico normal. Et il y a pas mal de gens qui ont parlé justement de cette façon d'aborder les jeux en disant on a fait le jeu qu'on aimait bien et on a eu envie de faire une version avec toujours tout ce qui était intéressant dans le jeu de base, mais le concentrer, le simplifier un petit peu et le rendre aussi plus accessible au reste du public qui est potentiellement joueur, mais qui effectivement peut être rebuté par quelque chose de trop touffu, trop complexe tout de suite. Oui, c'est une bonne idée. Et puis même, purement pragmatiquement parlant, c'est le genre de jeu que tu peux aussi placer dans des musées ou des choses comme ça. On voit de plus en plus, tu vas à Perideisa, tu trouves des jeux de société sur le thème des animaux qui sont mis en avant. Tu pourrais dire, je vais aller visiter l'hôtel Solvay et je pourrais dire, avec les brochures et les livres, je peux acheter le petit jeu Bruxelles. Ça peut être effectivement des choses qui sont intéressantes à voir. Mais, pardon. À l'époque, quand le jeu est sorti, je me rappelle qu'il a été notamment en vente au musée Horta et dans certains endroits. Ça n'a pas été exploité plus que ça, mais pourtant ça pourrait. Je pense c'est effectivement un produit qui est vendable en dehors du circuit classique du jeu de société. Oui. De par son thème. Et par sa charge culturelle, effectivement. En tout cas, sur Bruxelles, il faut savoir qu'à l'époque où il est sorti, il avait été question à un moment d'une version espagnole avec Gaudi, si vous avez visité Barcelone, etc. J'avais été invité, alors, pour le Do Festival, que vous connaissez peut-être, c'est en Espagne. J'avais également, quand il est sorti, j'avais également gagné, puisque le jeu a gagné plusieurs prix, et j'avais gagné le prix du meilleur jeune auteur. J'aime beaucoup le mot jeune. Mais en tout cas, la meilleure révélation de l'année. Et je me rappelle que c'est Antoine Bozac qui avait gagné le prix du meilleur auteur à l'époque, donc on était là avec quelques-uns. Et j'avais été invité par la ville les organisateurs du festival, donc tout frais payé. J'ai été passé quelques jours à Barcelone et je ne sais plus comment c'était fait, mais il y avait une réception dans un des hôtels historiques de Barcelone. Où même le maire était là, on m'a présenté, il me serré la main, on a un peu discuté, parce qu'il parle français, heureusement là-bas. Mais donc c'était très, c'est vraiment un produit culturel. C'est
plus qu'un jeu de société. Quand il est sorti, le côté, le thème et le côté culturel était fort présent. Et je pense qu'il y a encore moyen de faire. Oui, surtout que cette thématique comme ça de l'art nouveau, enfin ici on parle de la ville de Bruxelles parce que tu t'es basé dessus, mais voilà, l'art nouveau on le retrouve partout. On en retrouve. Il y a une naissance à Bruxelles. Il y a une naissance à Bruxelles, mais c'est vraiment explosé un peu partout. Mhm. Moi, j'ai mon club de jeux de société qui est à Charleroi, à la rue Émile Tumler. Mais tu descends la rue, tu fais 50 mètres, tu tombes sur la Maison Dorée à Charleroi, qui est le bâtiment de référence au niveau Art Nouveau sur Charleroi. Mhm. Mais c'est vrai que, pour revenir justement à Gaudi, comme tu disais, il a eu une empreinte sur Barcelone très très forte. Et c'est vrai que tu peux te promener dans un parc, tu ne fais pas attention, tu t'assieds sur un banc, et puis derrière toi, il y a une mosaïque qui a été créée par Gaudi, qui est juste insérée dans un mur, et partout, tu as cette empreinte, tout comme ici à Bruxelles, dans certains quartiers, tu peux retrouver justement cette empreinte aussi Art Nouveau, que tu vois un peu partout. Donc, et comme tu dis, un produit culturel, oui, mais sans, comment dire, sans le côté trop pédagogique. C'est vraiment, ça reste un jeu en soi, un jeu très intéressant avec des façons de jouer très intéressantes. Comme tu disais, la mécanique de choix, je prends cette action parce que je sais que je renonce à tout le reste, mais j'ai envie de faire ça parce que je mise là-dessus. Mais en même temps, tu as tout ce côté, c'est vraiment un tout. Il y a pas le côté, on va vite faire une illustration pour dire de pouvoir soigner sa mécanique. Donc c'est intéressant. Et moi, je me demandais justement, étant donné que tu as eu l'occasion, j'imagine aussi de le présenter à des gens qui le connaissaient pas, est-ce que finalement, ce qui fait peur, c'est pas plus le livre de règles que le jeu en soi, parce que quand les gens y jouent finalement la première fois, à la fin de leur partie, ils sont pas trop déconcertés, ils sont quand même contents, ils ont eu l'impression d'avoir compris. Oui, si, mais en fait, on a ça pratiquement dans beaucoup de jeux. Hein. Tu ouvres un jeu, t'as un livre de règles comme ça, et en fait, après, tu joues une partie, après 2 tours, t'as compris. C'est le cas de beaucoup de jeux. Je pense qu'il faut pas non plus prendre les gens plus bêtes qu'ils ne sont. Hein. Ça reste accessible à qui veut bien, Bien. C'est juste un effort une fois. Mais si, moi, je me rappelle une fois où il n'était pas encore sorti. Je crois que c'était au BGF en 2013. Donc, c'est 2-3 mois avant qu'il sorte. Je présente un prototype et il y a un mec qui arrive, une quarantaine d'années, et qui me dit qu'il en a entendu parler, qu'il veut y jouer. Et il était avec son épouse, qui elle, apparemment, n'avait pas trop envie de s'asseoir. Elle aime bien jouer, mais de temps en temps, elle a des trucs plus légers. Enfin, bref, elle s'assied pour lui faire plaisir. J'explique tout le truc. Elle me regarde avec des yeux comme des soucoupes, elle me lance des éclairs. Il commence à jouer. Je joue avec eux. À l'épouse de monsieur, j'explique au premier tour 1 ou 2 coups à faire. Et puis je laisse jouer. Finalement, c'est véridique, le mec était presque vexé. Alors, non seulement sa femme avait plus de points que lui, mais elle lui, par contre là, le mec était content. Elle lui a dit, ah, mais c'est super comme jeu, celui-là, il faudra qu'on l'achète, quoi. Ouais. Donc voilà, si les gens font l'effort, je pense que ça. Bon, maintenant c'est facile si vous le faites expliquer par quelqu'un, que si vous commencez à vous taper les règles, ça c'est toujours. Oui, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs qui adorent jouer, mais lire un livre de règles, ça les rebute, et ils préfèrent que quelqu'un vienne leur expliquer les règles et les accompagne sur un premier tour de jeu. Et après, une fois qu'ils ont compris le système, hop, ils se lancent et ils jouent. Et ça des vidéos règles, des applications comme Dice, voilà, et des festivals. Des festivals, voilà. On peut venir tester, on t'explique. Mais on est dans, enfin, on est dans une époque où les gens veulent tout de suite, dans l'immédiateté, quoi. Ils commencent à lire des règles, oui, c'est faire un effort. Les gens n'ont pas envie, ils ont juste envie d'allumer un écran, de voir comment ça se joue. Et... Voilà, tout à fait. C'est un tutoriel. Tout à fait. Commencer à apprendre à jouer en jouant. C'est pas inintéressant. Tout à fait. Et j'imagine qu'un jour, on arrivera sur des plateaux méga interactifs où quand ce sera à ton tour, on te dira les possibilités que tu as fait et puis tu pourras choisir une d'elles en appuyant sur un bouton. Ce sera un peu dommage, mais qui sait. Ouais, je suis un peu, bon, même si l'informatique est mon dada à la base, voilà, je suis un peu moins fan de ce genre de... Ah, mais moi aussi. Ah oui. Moi, voilà. j'aime bien avoir le pion en main, tu vois, j'aime bien que ça sente le carton quand on ouvre la boîte. Tout à fait. Tout Tous ceux qui nous regardent comprendront le plaisir. Exactement. Le fait de pouvoir dépuncher son... moi, je me posais une question parce que justement, comme tu dis, tu vas faire, du coup, toi, l'édition du jeu de cartes Bruxelles. Quelle a été ton implication par rapport à la réalisation du jeu? Alors, dans l'édition, on sait que tu vas présenter ton prototype, l'éditeur décide de te signer. Après, il y a tout un travail aussi de développement. Et par rapport à ton implication dans celui-là, est-ce que tu as ressenti justement le plaisir de pouvoir donner des indications par rapport à certaines illustrations? Parce que justement, il y a aussi tout un côté visuel et graphique qui est
très important dans le jeu. Alors non, il faut savoir que au début, ce que j'ai dit à Sébastien, c'est que le jeu s'appelait Bruxelles. Pour moi, c'était très important qu'on garde notamment les plateaux de personnages qui représentent vraiment de vraies maisons ici qu'on peut visiter sur Bruxelles. On les connaît bien. Donc ça, j'avais dit à Sébastien que je voulais, c'était Bruxelles, ça s'appelle Bruxelles, il fallait que ça représente quelque chose de réel. J'avais même parlé à Sébastien de François Skeuten, que vous connaissez peut-être, des cités obscures, enfin quelqu'un de très connu dans le milieu même de l'art nouveau, dont j'ai rencontré lui, j'ai rencontré son frère qui est architecte. C'est deux personnalités ici belges et bruxelloises. Et il était question à un moment donné qu'on puisse illustrer le jeu avec certains de ses dessins, parce qu'il a fait pas mal de croquis au niveau art nouveau également, mais ça ne s'est pas fait, donc on l'a vraiment rencontré, Sébastien, on s'est allé chez lui, on lui a vraiment parlé du projet. Ça ne s'est pas fait parce qu'il n'avait pas le temps de le dessiner, on pouvait juste utiliser pas mal d'illustrations, ce qui était déjà très gracieux de sa part, parce que c'était à titre gratuit, mais c'était pas suffisant pour faire tout un jeu. D'accord. J'en étais déçu à l'époque, aujourd'hui je le comprends tout à fait, parce que toutes les icônes, etc., c'est pas des trucs... C'est simple. Donc Sébastien a décidé de faire appel à Alexandre Roche, qui avait déjà illustré Tournée 3. Qui fait un travail superbe, parce qu'Alexandre Roche n'a pas fait que ça, il a fait beaucoup de choses que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais par contre, j'ai eu le droit de rien dire. Et je crois Sébastien non plus à l'époque, parce qu'il m'a dit, écoute, Sébastien, Alexandre, on lui dit ce que c'est, il fait des recherches sur le thème, et donc pendant plusieurs semaines, on n'a pas eu vraiment de répondants, parce que moi, parfois, j'envoyais un mail à Sébastien, t'as pas eu? Non, j'ai rien eu. On a eu très vite pas mal de projets. Notamment un projet de couverture, je me rappelle, où il y en avait deux. Il y avait celle-ci, et donc en crayonné noir et blanc, oui. Détaillé. Il y avait celle-ci, et une autre qui représentait une maison, une façade de maison en construction. Et Seb m'avait dit laquelle tu préfères. Et moi, je préférais la maison en construction, et il m'a dit je préfère l'autre, ce sera l'autre. Finalement, il a bien choisi, je trouve que voilà, c'est... D'ailleurs, l'intérieur, pour ceux qui ne le savent pas, représente l'hôtel Van Envel qu'on peut également visiter de temps à autre, qui est un vrai bijou d'Art Nouveau. Et donc voilà, tout ce qui est côté illustration, c'est fait sans que je puisse dire quoi que ce soit. Au niveau de la mécanique du jeu, elle est telle quelle que je l'avais créée. Hein, c'est vraiment Sébastien a apporté quand même quelques nouveautés. C'est que moi à la base mon prototype ici, les actions avec lesquelles on fait le plateau, c'était un plateau. Lui il a fait ça sous forme de languette, ce qui est pas mal. Ainsi ça varie. Oui, voilà. Ça donne une rejouabilité différente. L'équerre qui délimite la partie accessible jouable, oui, en fonction des moi à la base c'était 2D pyramide, donc c'était des D4. Oui. Puisque la pyramide est le symbole par excellence de l'architecture depuis Imhotep. Et enfin voilà, certains changements dans le jeu, mais sinon au niveau mécanique. La mécanique actuelle, c'est celle que tu avais déjà pensée avant de découper ton premier morceau de carton. Voilà. Ça, c'est des prototypes qui font respirer les éditeurs quand il y a franchement pas grand chose à régler avant de pouvoir l'éditer. Au niveau mécanique, tout était déjà là. Oui, c'est vrai que après, je me suis rendu compte de ce que c'était après qu'un travail d'éditeur. Oui. Mais bon. Donc ça, c'était assez. Faudrait lui demander son avis à lui, mais moi je pense que le développement était assez facile parce qu'il est grosso modo, il existait déjà en tant que tel. Oui, surtout que, comme tu disais, tu avais eu l'occasion déjà de le faire pré-tester plusieurs fois avec plein de gens à la haute poste, tester avec un public un peu plus gamer, de voir au fur et à mesure. J'avais déjà eu pas mal de retours, ouais, donc tu sais tu connais le public de la haute poste, tu sais que niveau gamer, on peut leur faire confiance. Donc voilà. Bon, après, il y a toujours eu du fine-tuning, comme on dit, hein. Mais grosso modo, je pense qu'il n'y a pas eu trop de travail de développement là-dessus. Je reviens juste sur le moment où tu disais justement pour l'illustration que tu avais pensé à pouvoir travailler vraiment avec un dessinateur de BD. C'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus dans le monde du jeu. Il y a notamment les gens chez Lumberjack qui ont
ont pas mal de liens avec la bande dessinée. On pense à La Petite Mort, le jeu. Est-ce que justement ce désir, maintenant que tu seras ton propre chef de projet et que tu seras aux commandes de tout, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais pouvoir concrétiser? Non, parce qu'on a déjà pris contact avec un illustrateur que vous connaissez tous les deux, Mhm. qui est belge également, qui est illustrateur et auteur de jeux, qui est Vincent Joissin, Mhm. Hmm. Mhm. si vous voyez. Excellent. Oui, oui. Et il nous a déjà, Oui, très bien. parce que le produit avance déjà bien. Mhm. Il nous a déjà montré quelques trucs qui me font juste dire que Ah oui, ça là, va être alléché. Le résultat il va a être, un talent assez incroyable, c'est vrai. ce mec, il est fabuleux. Et alors, je peux le dire franchement, au niveau d'illustrateur, il aurait beaucoup de leçons à donner à plein de gens, parce que quand il nous dit qu'un travail sera fait à tel moment, se fait à tel moment, voilà. Parce que c'est pas toujours évident, il faut parfois ramer. Il y a des mecs qui disent qu'en 3 mois ils peuvent le faire, un an après ils sont toujours pas à la moitié. Il n'a pas la Bah, maladie sauf si tu mets des le créatifs. travail bout à bout, ça fait 3 mois. Si tu mets les heures de travail bout à Oui, bout, oui, voilà. c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Mais donc voilà, non, Vincent est vraiment très très chouette. Il commence à bosser dessus. Mhm. Donc le jeu est prévu pour fin de l'année. Donc on envisage une sortie pour SN, fin octobre, Ou- quelque chose comme ça. Voilà, Ok. Super. autour de ce moment-là. Ouais. Donc Enfin. j'imagine qu'on aura une superbe preview, par exemple, au Brussels Game Festival. Oui, bien sûr. Ah, Ouais. c'est chouette. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a des choses très particulières, des petites anecdotes, par exemple, pour la conception du jeu ou des choses comme ça dont tu voudrais parler qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer? Certainement, hein, plein de choses à dire, mais il faudrait que je me rappelle que la première fois que j'ai présenté un proto, c'était à des amis, dont Olivier Grégoire, que vous connaissez aussi, Mhm. et ça va vous faire rire. J'avais prévu que le jeu, qu'une partie se déroule en 18 manches. Ah ouais, quand même. Tu vois, dans mon esprit. Et puis je me suis dit, non. Donc, initialement, et puis après, j'avais réduit à 8. Et même 8, il m'avait dit, écoute, tu sais que c'est sans doute trop. Je dis oui, sans doute. Et donc, ça a été réduit à 5. C'est déjà pas mal, parce que 5 manches, quand t'es 5 joueurs, tu sais que c'est un jeu qui peut facilement prendre 2 bonnes heures. Ah oui, à c'est annoncé réaliser. combien sur la boîte? 25 minutes par joueur. Voilà, 25 C'est bien, par ça, joueur. Voilà. C'est une bonne À estimation. 4 à 1h30. Et ça, c'est Ah, quand tu le connais. Voilà, c'est ce que je veux dire. Par joueur qui connaissent déjà le jeu, qui savent déjà y jouer. Donc, Oui, c'est ça, parce que qui vont pas prendre trop de temps pour Bien sûr. réfléchir et il y a voilà. tellement de choses à faire que tu te retrouves toujours un peu hésitant, t'as peur de prendre de mauvaises décisions, donc c'est vrai que... Et puis voilà, t'as déjà ton plan et après c'est l'action que je voulais faire elle est prise. Et donc voilà, si tu veux donc il y a une autre zone sur le plateau où tu peux aller rechercher une action qui a été prise, mais ça te coûte un peu plus de ressources et voilà, il y a toujours un petit ajustement à faire en cours de partie parce que il y a aussi l'interaction avec les autres joueurs qui permettent de bloquer. Mais c'est ça qui est bien dans un jeu, dans n'importe quel jeu de société, c'est l'interaction avec les Bien autres. sûr. Et moi, je voulais qu'elle soit présente ici. Ce sera encore le cas dans le jeu de cartes. Sinon, au niveau des illustrations des thèmes, oui, il faut savoir aussi que donc ça représente plusieurs façades. Mhm. Donc vous avez vraiment les architectes qui les ont fait. On a Victor Horta pour sa maison à Louis. Il y a Paul Orcar qui Effectivement. était également sa maison. Paul Sainte-Noix qui a fait le musée, le Old England, qui est aujourd'hui le musée des instruments de musique, C'est ça. à Bruxelles, D'accord, oui. qui est une des façades les plus connues des touristes. Près du Mont des Arts, tout à fait. Mhm. Tout à fait. En dessous. Tout près. Ah tiens, alors j'invite les gens qui viendront l'année prochaine au BGF dans une rue, c'est rue des Francs ou des Français, je ne sais plus, mais c'est une rue latérale au parc. Il y a la maison de Paul Cauchy, qui était sa maison personnelle aussi, qui date. Je ne sais plus maintenant, j'aurais dû revoir. Début des années, je crois que c'est 1903, quelque chose comme T'inquiète, ça. au montage, je mettrai une petite étoile avec la date Ou exacte. 1906, qu'on peut également visiter de temps en temps. J'invite à aller voir, du moins, ne fût-ce que la façade, parce qu'elle est superbe. Elle se trouve juste à côté du parc du De 50. conteneur, oui, oui. Donc oui, il faut savoir, et c'est là où je voulais en venir. Oui, d'ailleurs, dans cette maison, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai fait une partie du jeu Bruxelles avec les petits, avec les petits enfants Les des descendants. propriétaires actuels. Ah. Enfin, c'était assez chouette. Dans leur salon qui est complètement nouveau, c'était génial comme souvenir.
comme le jeu c'est Bruxelles, il fallait absolument montrer des bâtiments qui avaient été faits par l'époque. Donc ça représente de vrais bâtiments qui existent, avec chaque fois leur créateur, donc les architectes en question. Celui-ci c'était la maison. Victor Horta a fait plein de maisons. Celui-ci c'était vraiment sa maison personnelle. Oui. Et son atelier. Ça c'était la maison personnelle de Paul Ancard. Ici on a la maison Saint-Cyr de Gustave Stroven. On a la maison de Paul Cauchy, qui se trouve près du parc du Cinquantenaire. Donc j'invite ceux qui iront au BGF l'année prochaine à ne fût-ce que passer devant la façade, la voir, elle est magnifique. Et on a peut-être une des plus connues de tous les touristes en tout cas, c'est le Old England, donc c'est le musée des instruments de musique aujourd'hui. Mhm. On peut visiter, il y a même, on peut aller boire un verre au-dessus. On a une très belle vue sur Bruxelles d'ailleurs. Donc certains de ces bâtiments, comme les œuvres d'art qui sont ici, ont été illustrés sur base d'objets existants. Oui. Et donc à l'époque, Paul Games a dû payer des droits pour pouvoir Sur ça aussi. reproduire certaines œuvres, notamment celles de Victor Horta qui étaient toujours protégées, Mhm. puisque c'est donc 70 ans après une œuvre reste sous protection jusqu'à 70 ans après la mort de Il peut y avoir une reconduction de la Et protection. il peut y avoir, oui. Ok. Donc là, on va devoir aussi renseigner peut-être, nous. Mais donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même des illustrations qui ont été créées sur base de quelque chose existant, si c'est quelque chose de protégé, tu dois payer des droits, même si tu crées toi-même ta propre illustration de zéro. Ouais. C'est vraiment, il y a plein de gens qui l'ignorent et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et en fait, comme c'est présenté de manière sérieuse et non parodique, parce qu'on sait que par exemple par rapport à la parodie en Belgique, on a certaines libertés à la caricature, mais là justement comme ça reste quelque chose de sérieux, de représentatif. Alors même si les droits sont pas forcément exorbitants, tu disais c'est pas comme un. Je crois que c'est quelques centaines d'euros quand même. Ouais, mais quand même. c'est au Mais moins. c'est pas Disney, c'est pas Star Wars. Voilà, mais ça reste quand même un travail que tu dois pouvoir payer. Et alors, tu dis donc que ça peut être reconduit et que ça se pourrait que tu puisses aussi devoir payer des droits pour le jeu de cartes. C'est possible, faut que je me renseigne. Ouais. Faut que je me renseigne, on verra une chose à la fois. Mais alors pour l'anecdote, je disais aussi, j'ai fait une partie de Bruxelles dans cette maison, dans la salle à manger de cette maison, qui est juste sublime. À nouveau, j'invite avec la famille avec pas de la famille de Paul, mais je crois que c'était les petits-fils des propriétaires actuels. D'accord. Qui ont, alors ça il faut savoir aussi, l'Art Nouveau ça a brillé pendant peut-être une quinzaine d'années. Et puis il y a eu la guerre, la Première Guerre mondiale, puis c'est tombé en désuétude, et puis alors ça avait pris un coup de vieux. Ce qui a suivi l'Art Nouveau, c'était l'Art déco. Donc beaucoup plus rectiligne, etc. Toutes ces fleurs, toutes ces courbes, etc. C'était un peu vieillot. Donc il faut savoir que malheureusement, il y a beaucoup de maisons Art Nouveau qui ont été démolies à Bruxelles, ou simplement où les gens ont pété du mobilier, ou on repeint des murs sur lesquels avaient été qui contenaient des graphites merveilleuses, etc. Et notamment c'était le cas pour la maison Paul Cauchy et les propriétaires actuels, enfin du moins à l'époque où je suis allé là, ont vraiment fait un travail de restauration formidable dans cette maison. Pour la petite anecdote, il y a plein de maisons Art Nouveau qui dans les années 40-50 valaient rien, étaient achetées pour un quignon de pain et qui aujourd'hui sont juste inestimables. Donc voilà. C'est un patrimoine, mais effectivement, à ce moment-là, c'était pas forcément clair pour les gens la valeur que ça pourrait prendre. Voilà, moi je connais, enfin j'en ai visité plus d'une et je me rappelle du guide qui nous faisait visiter, je ne sais plus quelle maison c'était, mais expliquait que justement il y avait une personne, un architecte des années 40 qui aimait bien l'Art Nouveau alors que c'était tombé en désuétude, qui avait racheté plusieurs bâtiments à Bruxelles. Bon, aujourd'hui ses petits enfants sont bien contents. C'est voilà. Donc voilà, comme quoi il faut pas acheter, jamais se débarrasser des vieilles choses. Ça revient toujours à la mode. N'écoutez pas Marie Kondo, ne jetez rien. Alors, il y avait aussi ici. Oui, les affiches des. C'était quoi, les expositions universelles, c'est ça, hein? Alors, ce sont des expositions universelles qui ont été faites en Belgique à l'époque.
En 1893, la première, c'est à Anvers, si je ne m'abuse. En 1897, une très célèbre à Bruxelles. Ou à moins que ce soit celle de 94 à Anvers, je sais plus. Enfin, toutes faites en Belgique. 1897 et 1910, toutes les deux à Bruxelles. 1910, on arrive déjà sur la fin, de l'art nouveau. C'est pour ça que c'est la dernière manche. 1905, très célèbre exposition à Liège. Alors là, art nouveau en plein. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le Jack Daniels, l'étiquette est totalement art nouveau. D'accord. Tu connais le whisky Jack Daniels CO2. Oui. L'étiquette est tout à fait art nouveau. Et le whisky a été présenté à l'exposition de Liège en 1905 et a obtenu un prix là. Voilà, donc c'est vraiment une anecdote. Ouais. Voilà. Les personnages, comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnages d'époque. J'ai essayé d'avoir des actions donc propres à leur fonction. On a Henri Van de Velde qui était également un architecte et artiste art nouveau qui permet d'évoluer dans l'échelle architecte du jeu. Tout à fait. On a George Bruckmann qui était banquier et mécène, qui a notamment financé des bâtiments de Victor Horta, dont l'hôtel Bruckmann, l'hôpital Bruckmann, qui existe encore, qui lui n'est pas du style art nouveau, parce que Victor Horta n'a pas fait que ça, mais c'est donc l'explication de George Bruckmann. Alors Van de Velde qui a été ministre de la Justice, c'est pour ça qu'il peut libérer une personne de prison. Charles Bulls, on a mis Charles Bulls alors? Non, il manque le Charles Bulls. Mais donc vous avez Charles Bulls qui lui était voilà, le bourgmestre donc le maire comme on dirait en France, c'est le français qui nous regarde, le bourgmestre de Bruxelles à l'époque. Donc lui permet de grimper dans l'échelle de la ville, de faire des points de victoire. Le prince Albert, évidemment, le fils du roi Léopold II à l'époque, qui lui détestait l'art nouveau. Le roi, pas Albert je sais pas, mais le roi Léopold II, lui, trouvait, ce côté végétal, etc., tu vois, il préférait le néoclassique, les gros piliers, les grosses structures, d'où le parc du Cinquantenaire. Oui, ok. Qui ressemble à l'Arc de Triomphe romain, mais qui date, évidemment de... Il était plus sur la colonisation du Congo aussi. Voilà, lui, l'art nouveau, c'était pas tellement son truc. Son fils, je ne sais pas, mais j'ai quand même voulu le mettre, dans le jeu, puisque c'est lui qui permet, dans la partie de Bruxelles, de pouvoir activer tous les notables. Donc, plus vous montez... Pour monter en réputation. Au niveau du Palais Royal, ou plus tu as l'influence sur les notables. Sur les notables, ce qui me semble logique. Voilà. Et alors, oui, Étienne Espreman, je vois que tu as cette carte, qui lui te sert d'ailleurs, on barra bien un coup après. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est pas sorti donc avec le jeu. C'est sorti, je pense, en 2014. Si je me souviens bien, il y a un père joueur dont le fils, je crois que c'était Mathis qui s'appelait, avait besoin de soins ou de médicaments parce qu'il avait une maladie. Alors je saurais plus laquelle, mais assez importante. Et on a organisé ici à Bruxelles. Super événement. Un super événement. Tu étais là? Tu te souviens? Oui. Ça durait toute une nuit. Plein de gens, des auteurs du monde ludique belge étaient là, mais aussi français. Il y a Monsieur Fall qui était venu, etc. Oui. Il y avait Frédéric Henry qui était venu aussi. Voilà. Donc tout ça était très chouette. Et donc ça pour récolter des fonds. Et pour récolter des fonds, il y avait notamment une loterie tombola. Oui, tout à fait. Qui avait été organisée. Et une des choses, parce que on parlait, le jeu venait de sortir à l'époque, et une des choses que les gens pouvaient remporter, c'était une affiche comme ça en grand, avec ma tronche, un peu spéciale, mais donc illustrée comme les cartes du jeu que j'avais dédicacées, et tout ça a été mis en vente aux enchères. Hein. Je crois que l'ensemble avait aidé le petit Matisse. Oui, et je pense que au niveau organisation, c'était François Romain, monsieur. Tout à fait. Belgo Ludiconius. C'est ça. François. Ouais. Qui avait organisé ça. C'est lui qui avait mis ça en place. Je crois qu'il connaissait la famille. Donc c'est un chouette souvenir. Voilà, tout ça pour dire que cette carte n'a pas été faite. Alors ça ne sert absolument à rien. Sauf que oui, tiens, je pourrais dire ça, tiens, que
Je m'engage à chaque personne qui me présentera, qui me montrera cette carte quand il me croisera, je l'offrirai un verre. Voilà, ça je pourrais. J'espère que cette vidéo n'atteindra pas trop de vues. Parce que, Non, mais j'ai jamais compte d'offrir un verre. donc, Je confirme. Voilà, donc t'as droit à une bière. Super. Voilà. Donc oui, un jeu qui me tenait vraiment à cœur au niveau du thème. C'est ton premier jeu, hein, celui-là. Mon premier jeu édité. Édité. Oui, c'était pas le premier proto, mais les autres ne méritaient pas d'être édités. C'était le premier jeu édité. Le deuxième, celui que j'ai fait avec Fred et Fabrice, c'était sur le salon d'Essen. Oui. C'était vraiment un clin d'œil, là, c'était un gag. D'où Voilà. Game. et étonnamment, encore aujourd'hui régulièrement, je le vois sur Board Game Geek, des gens qui en parlent, mais vraiment en bien, en disant que c'est un jeu avec d'excellentes mécaniques, c'est vraiment très chouette, qui transpire bien aussi l'esprit de Essen et les tonnes de mal de jeu qu'on trimballe derrière ça. Et c'est vraiment rigolo parce que effectivement tu dis que ça sonne comme une blague, mais le jeu était vraiment extrêmement abouti, il était très très chouette, il a bien marché aussi. Bah oui, après on a fait 3000 boîtes, tu vois, c'était pas devenu C'était un tirage classique aussi à l'époque, hein, 3000 boîtes. C'est là où tu gagnes un peu d'argent, tu rentres dans tes frais, et donc c'est le bon équilibre. Bah écoute, il nous a aidé à fonder la boîte de toute façon. Donc voilà. Ce qui était chouette, c'est que comme pour celui-ci en fait, avec Essen, on a vraiment tenu à aller à fond dans le thème. Donc quand tu joues à Essen, tu te sens bien. Oui. Tu te trouves bien dans le salon. On a demandé à l'époque, on a envoyé plein de mails pour avoir les autorisations de chaque éditeur, pour avoir son logo, pour avoir les tuiles avec la vraie couverture de jeu. Oui. On a fait un vrai travail là-dessus aussi. C'était pas un thème plaqué non plus. Pour le coup, je peux dire qu'on maîtrisait bien le thème parce que personnellement, je connais des gens qui vont au salon d'Essen depuis 30 ans, mais moi, mon premier c'était quand même en 2006 et ça commence à voilà. Et puis maintenant le salon évolue. Alors de temps en temps, il y a encore des gens qui nous demandent si il y a une suite qui est prévue, si on va faire un autre Essen. Alors définitivement non, on va dire non, mais pour une simple bonne raison. De toute façon, c'est que déjà c'était beaucoup de travail pour avoir toutes les autorisations de 1. Et alors de 2, aujourd'hui, à l'époque, il y avait ces trois halls là. Oui. Maintenant, il faudrait faire un plateau qui te fait le double. C'est juste pas possible. Maintenant, on a le hall 4, 5, 6, etc. Oui, surtout que il y a des éditeurs qui ont disparu depuis. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Voilà. Donc, non, c'était trop de travail. Donc non, ça va pas se faire. On a déjà pas mal d'énergie à consacrer au jeu qu'on édite. Ce serait marrant de refaire une vidéo avec toi pour le jeu Essen, parce qu'au niveau des jeux qu'on a sélectionnés, on a sélectionné différentes destinations et on a sélectionné des jeux liés à ces destinations-là. On va essayer de vraiment faire un vrai tour du monde et pas passer d'un pays pic-toc comme ça. On va vraiment essayer de faire tout un circuit. Mais ce serait bien de terminer du coup par l'Allemagne et de terminer par Essen. Et on se revoit dans 80 vidéos. Après c'est pas un jeu sur la ville d'Essen, c'est un jeu sur le salon. Oui, c'est un jeu sur le salon, mais voilà, ce sera lié au pays qu'on aura sélectionné. Donc ici pour l'instant on commence par la Belgique, on a encore quelques jeux pour parler de la Belgique, et après on changera de pays. On a sélectionné des jeux par rapport à ces pays-là et le temps de faire le tour du globe. Ah mais je viendrai volontiers dans 80 jeux vous présenter Essen si vous voulez. Peut-être que d'ici là je pourrais même vous présenter le jeu le Bruxelles en carte. Bien, oui. Ouais, pourquoi pas. Avec plaisir, ce sera bien. Et de toute façon, tu l'avais dit, ce sera pour cette fin d'année. Oui. C'est une bonne chose. Si tout se passe bien. Après. Mais moi aussi. Ça me fait plaisir de travailler à fond en tant qu'auteur et éditeur sur un de mes jeux. Mais c'est vraiment intéressant tout ce que tu as raconté. Parce que moi à la base, donc j'ai expliqué tout à l'heure, je viens du monde du jeu de rôle. Et ce que j'adore moi dans le jeu de rôle, c'est l'histoire et tout le contexte qu'il y a autour du jeu. Donc on joue son personnage, mais tout ce qui est tout le contexte, l'histoire, tout le background qu'on peut avoir. Et c'est ça que j'aime bien retrouver aussi dans un jeu de société. C'est pas uniquement que la mécanique. Je me mets là, donc je mets mon pion là pour prendre tel cube et tout ça. Non, moi j'aime bien dire voilà, j'envoie mon ouvrier faire ça parce que j'ai besoin de j'ai besoin de bois, j'ai besoin de briques. Voilà, j'aime bien contextualiser mes actions dans le jeu. Bon voilà, en tant que rôliste, ça me parle beaucoup plus de revivre une histoire ou revivre quelque chose au travers d'un jeu, que ce soit un jeu de rôle ou un jeu de société. D'ailleurs, tu parles de ça.
pareil pour les matériaux. Tout à l'heure, tu parlais du fameux compas qui a dit que les matériaux... Je pense d'ailleurs qu'on va le mettre le plateau comme ça, les gens peuvent voir aussi à quoi on fait référence. Voilà. Hop, le Les voilà. images qu'on réutilisera plusieurs fois. Hop, voilà. Je vais l'installer, je vais mettre ça là. Mettre une maison à côté. Pareil, il y a une extension sur le jeu, j'ai fait quelques parties en 2014. Je me souviens d'avoir testé une de tes extensions, c'était avec des personnages lors d'un BGF. Je crois que c'était le dernier BGF à la rue de l'enseignement avant que ça ne passe au parc du cinquantenaire. J'étais venu tester une extension, t'avais rajouté des personnages. Ouais, il y avait ça, oui, et d'autres choses. Donc ici, on a, c'est vrai que ce qui ressemble le plus aujourd'hui à une horloge, je l'accorde, mais c'était à la base, ça représente un compas qui indique les matériaux avec lesquels il faut construire un bâtiment. Oui. Donc, quand vous construisez une maison, les deux premières coûtent de matériaux, les deux suivantes matériaux, etc. Je vais pas rentrer dans les détails de la mécanique, mais on ne peut pas mettre n'importe quoi comme matériaux. Il y a 3 matériaux différents qui sont le bois, le fer et la pierre. Ici, pour construire un matériau, vous voyez qu'il faut un fer et un bois. Si vous construisez une maison à 2 matériaux. Alors, si vous construisez, et c'est là où je veux en venir, si vous construisez une maison avec les bons matériaux, vous avez tout de suite, donc chaque maison à la fin de la partie vaudra un certain nombre de points, mais si vous utilisez les bons matériaux, vous avez tout de suite 5 points immédiats. Vous pouvez aussi utiliser des matériaux secondaires qui sont des cubes blancs qu'on obtient d'une autre façon. Ça sont, là on est dans l'état mécanique, mais avec lesquels vous n'obtenez pas de points immédiats. Ça, c'est très important. Je voulais mettre cette histoire de matériaux nobles, c'est ainsi qu'ils sont appelés dans le jeu, parce qu'à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, les architectes Art Nouveau étaient plus que des architectes, ils dessinaient les meubles, ils dessinaient tout, et ils n'utilisaient, ils étaient complètement fous, que des matériaux que des matériaux rares et chers. C'était pas n'importe quel bois, c'était pas n'importe quelle pierre, ça devait venir de telle carrière, le marbre c'était pas n'importe quel, le bois était importé d'Afrique à l'époque. Bon, évidemment, on avait la chance, d'avoir le Congo belge, la Belgique était riche. Mais soit, à l'époque, ça a bien changé en un siècle. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de matériaux nobles qui t'accordent des points de victoire en plus si tu les utilises. D'accord. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je tenais à mettre aussi. Et qu'évidemment, quand on découvre le jeu chez soi, oui, on n'y pense pas forcément. Pas s'en mais voilà, ce n'était que des matériaux rares et chers, qui étaient d'ailleurs ouvragés. Enfin, vous prenez tout ce qui est ferronnerie en art nouveau, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais tu prends une poutre, c'est pas une simple poutre métallique, quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a un travail de fou. Et il y en avait des milliers, des centaines de milliers. Pareil pour la pierre, pareil pour le bois. C'était pas des maisons qui faisaient, c'était des œuvres d'art. C'était vraiment de la cave au grenier. Tout était conçu pour amener la lumière. Tout était réfléchi. Quand on visite l'hôtel Solvay qui se trouve avenue Louise, on monte à un moment donné. On commence donc par le rez-de-chaussée. On monte à l'étage, il y a le salon. Alors tout a été dessiné, les fenêtres, les chaises, les tables, etc. Je rappelle, tout ça a été dessiné par l'architecte. Et tout a été étudié. Alors chaque meuble avait une place bien précise. Alors on monte l'escalier et on voit le salon. Le salon est ouvert, donc il y a des balustrades en fer forgé. Mais plus tu montes, d'abord des meubles, tu vois les pieds, parce que tout est visible. Donc, sur les premières marches, tu vois d'abord les pieds des meubles, et puis plus tu montes, plus tu découvres le meuble. Plus tu découvres le meuble. Eh ben, tout a été pensé à l'époque. Le meuble qu'on voit le premier a des pieds super travaillés, et donc le meuble était conçu pour cette place-là, et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Oui. Parce qu'il a les pieds super travaillés. À un moment donné, tu montes quelques marches, tu vois un autre meuble. Là, c'est plutôt les tiroirs. Et puis quand tu arrives en haut, qui est au niveau du salon, alors c'est plutôt le dessus. Alors,
Oui, tout ce qui est, tout est travaillé. Hein. tout ce qui est Mais, auteur visuel, quoi. voilà, tout ce qui était auteur visuel est encore magnifié. Tout était travaillé. Chaque meuble est travaillé du pied au sommet. Il y a, ouais. Mais Il y a une mise en scène, en il y a fait. il y a une mise en scène dans tout ça qui est juste. Ah oui, c'est un truc de intéressant fou. parce que du coup, c'est pas meuble par meuble, c'est la pièce dans son ensemble avec la façon dont sont placées les choses. Effectivement, la manière dont tu découvres la maison, c'est intéressant. Et en plus, c'est quand même hallucinant de se dire que tu y habites. C'est un écrin en fait. On a créé quelque chose pour que quand tu rentres dans ta maison, tu sois vraiment charmé constamment parce que tu vois, parce que les choses sont disposées de manière à ce que ce soit vraiment tout un ensemble qui soit visible, qui soit artistique, qui soit vraiment. Comme tu dis, c'était une mise en scène. C'était un lieu d'habitation, mais en même temps, c'est presque un musée. panorama. Un panorama. Et alors, il faut savoir aussi que quand tu passais commande pour une maison à Victor Horta, il fallait pas être pressé d'habiter dedans, parce que tu imagines bien Ça a qu'une maison changé comme depuis? non, peut-être pas. Et là, on a même plus le même résultat. mais là, ça prenait. Il y a des maisons qui ont pris plus de 10 ans à être terminées. Donc, heureusement, je crois que quelqu'un comme Solvay avait d'autres maisons à habiter, mais c'était. Voilà. Et donc, c'était vraiment particulier. Tout ça a fait que j'ai voulu en parler, mettre ça dans un jeu, parce que je trouve que c'était vraiment. Alors, ça a commencé à Bruxelles au niveau architectural. Alors, quand je dis oui, la première maison, c'est vrai, c'est l'hôtel Tassel du 1893, reconnu mondialement. Il y avait d'autres artistes dans d'autres pays. Ça a émergé un peu partout. Hein, voilà, la première maison finie. Après, peut-être qu'un Espagnol va dire non, c'est Gaudi et qu'un. Voilà, on est bien d'accord. Mais c'est certain que c'est à Bruxelles. On sait, nous on sait. Nous, on sait, voilà. Et j'ai voyagé pas mal et j'ai vu en Argentine notamment, à Buenos Aires, il y a pas mal de maisons Art Nouveau également. Donc c'est vraiment un mouvement architectural qui a émergé. Qui a explosé un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Et malheureusement, je disais tout à l'heure, ici à Bruxelles, on a démoli des bâtiments qui étaient superbes, Art Nouveau, parce que correspondaient plus au goût du jour. En fait, tu vois, ça faisait vieillot à l'époque et on a rasé ça pour construire des trucs affreux. Mais c'est la connerie humaine. Après, c'est aussi typique de Bruxelles, c'est les bâtiments comme ça qui côtoient des choses monochromes, monoblocs et très vilaines, et c'est de pouvoir passer d'une rue à une autre où tu es dans un quartier plein de charme avec des constructions pareilles, et puis tu passes à des choses qui ressemblent à des cités de banlieue qui sont construites juste à côté. Ouais. Ça aussi, contrairement à Paris, par exemple, où il y a effectivement des lois très sévères et très strictes par rapport aux nouvelles constructions. Ici, à Bruxelles, c'est un peu ça porte un nom, d'ailleurs. Ouais, C'est un nom. la Donc, bruxellisation. exactement. Ouais. Ok. Voilà. Eh ben, c'était vraiment fascinant. Il y a plein de choses que j'imaginais pas du tout. Et c'est sympa d'avoir l'anecdote et de pas simplement bêtement scroller une page Wikipédia. Mais donc, oui, pour ceux qui le découvriront chez eux, qui retiennent que, je suis vraiment parti du thème. L'idée de base, c'était ce plateau avec toutes ces actions abscisses ordonnées, qui représentait dans ma tête cette fameuse planche de dessin d'architecte. Après, évidemment, tout ça a explosé. Mais j'ai toujours tenu à ce qu'il y ait une valeur historique dans le jeu. Et d'ailleurs, je remercie l'éditeur d'avoir gardé ça pour faire le jeu. Mais oui, c'est clairement, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui donne la force du jeu, c'est aussi cette identité qui est tellement présente. Et mais j'espère que du coup, les gens qui vont ressortir leur jeu maintenant le verront sous un œil un peu plus passionné, un peu plus averti, parce que tu racontes vraiment bien l'histoire. Et c'est intéressant vraiment comme je dis, il y a des choses, par exemple ici, l'horloge, le compas des matériaux, on n'imagine pas forcément ce que ça veut dire, puisque le livret de règles te dit comment t'en servir, mais on n'a pas l'histoire derrière. Mais c'est vraiment fascinant de connaître ça. Mais l'explication, vraiment, si on utilise les bons matériaux, on a plus de points, c'est parce qu'à l'époque, les architectes, ils ne construisaient pas avec n'importe quoi. Moi, dans les règles du jeu, mécaniquement, j'ai été obligé de pouvoir faciliter la vie aux joueurs, donc d'amener ces cubes blancs qui sont des matériaux moins nobles. Mais alors de même que l'anecdote ici, la piste des poids de victoire, qui va jusqu'à 79. Alexandre, d'habitude, c'est 100 points. Oui, on utilise des chiffres ronds, effectivement. Voilà. Mais
Donc, beaucoup se sont plaints. Mais enfin, 79, c'est bizarre à dire, ça fait un drôle de calcul, etc. C'est vrai. Mais nous, ça nous fait tellement marrer que dans le jeu de cartes, la piste de points de victoire, alors on va gagner 2 fois moins de points de victoire. Ce sera plus léger dans le jeu de cartes, ce sera plus léger, on gagnera moins de points de victoire. Et on a fait exprès d'arrêter la piste des scores à 39. Et donc, Voilà. quand tu passes à 40, tu tombes à 0, comme ici, quand tu passes à 80, tu retombes à 0, voilà. Donc, il y a certainement plein de gens qui vont nous dire, mais enfin, pourquoi ben, c'est fait exprès. Voilà. Et là, Le je le petit dis, clin d'œil. en primeur, c'est vraiment, Le petit clin un d'œil. petit clin d'œil, c'est, Faut vous préparer psychologiquement à être déstabilisé. voilà. Une piste de score qui s'arrête à 39, c'est, et puis 39, tu vois, c'est l'inverse de 93. 1893. Ah, mais voilà. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est une auto-référence. Tout est lié. Tout est dans tout. Pas croire qu'on fait les choses à la légère chez Gax, pas parce qu'on a des rigolos que on ne pense pas à certaines choses. Le jeu, c'est sérieux. Tout à fait. Ok, chouette. Ben écoute, je te remercie pour toutes ces explications. C'était vraiment très intéressant. Je suis contente parce que du coup, je ressortirai moins bête. Bah, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'à la prochaine partie qu'on pourra refaire, on nous On sortirait, regardera différemment. voilà, nous sortirait encore plus dans le thème en sachant que voilà, si j'utilise, ben voilà, justement ces matériaux nobles, je sais que voilà, je sais le pourquoi je vais gagner les 5 points de victoire supplémentaire et non. Mais du coup, moi, ça me donne envie d'aller me balader. Je vais aller faire quelques petites excursions. Comme ça, après, j'aurai aussi des images prises en vrai à pouvoir montrer, pas juste des images pompées d'internet. Super. Donc, Mais pour ceux que ça intéresse et qui viennent à Bruxelles sans te reconnaître, il y a vraiment il y a des balades d'art nouveau à faire avec guide, etc., qui vous expliquent qu'il y a toutes les maisons, on ne peut pas y rentrer, ou à certaines périodes bien précises de l'année, parce qu'il y en a qui sont vraiment encore habitées, etc. La maison de Victor Horta, elle, ben, c'est le musée Horta, il se trouve rue américaine. Donc lui, on peut le visiter tout le temps, il est très intéressant, et c'est là qu'on se rend compte qu'ils étaient fous à l'époque. Ils dessinaient les cheminées, ils dessinaient les carreaux, ils dessinaient les cadres qu'on mettait au mur, ils dessinaient les clinches, ils dessinaient les serrures, les clés, ils étaient complètement, chaque meuble, ils dessinaient les tiroirs, ils dessinaient les pieds, ils dessinaient les chaises. cette anecdote des 200 serrures, là, c'est des 200 clés. Des 200 clés, oui. J'imagine le trousseau. Alors, tout confondu, hein, toutes les clés. Donc, il y a aussi des clés de plein d'armoire, des clés mais elles ont toutes été dessinées par Victor Horta et elles sont toutes différentes. Aujourd'hui, tu demandes à un architecte, il t'envoie juste signer, ou alors il faut prévoir $1 milliard, je sais même. Oui, voilà. Voilà. Super. Eh bien, on va remballer. Je vais aller checker ce qui se passe de l'autre côté. Et comme ça, on peut aussi parler une parenthèse sur Sherlock. D'abord, on va boire une bière. D'abord, on va boire une bière. Donc maintenant, on va ouvrir la parenthèse et la parenthèse, bon, ben c'est la première émission, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais c'est simplement de donner l'occasion à notre invité de s'exprimer sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Et là, en l'occurrence, ben, on a demandé à Étienne s'il était d'accord de nous présenter en totale avant-première incroyable la prochaine sortie, je pense, de chez Gag. Donc je te laisse la parole. Voilà. Donc en fait, c'est une localisation. Nous ne sommes pas les éditeurs originaux. Ça a d'abord été édité par notre partenaire GDM qui fait le Not Alone en espagnol, qui nous a proposé ce jeu. Alors c'est un jeu d'enquête, ça s'appelle Q-System. Q-System, alors ici on a la série Sherlock. Je vais présenter sur l'autre table. Comme Très ceci. Avec la bière en plein milieu. Voilà. Donc, on a la série, rien. La série, il y en aura d'autres après. La série Sherlock, donc c'est la première trilogie du concept Q-System. C'est 3 enquêtes, donc ça a toujours des enquêtes policières, des énigmes à résoudre, qui ne sont pas liées entre elles, qui sont tout à fait indépendantes, dans lesquelles d'ailleurs vous voyagez dans le temps, dans l'espace, parce que ici on est en 1923, dans la tombe de l'archéologue on est en 1923, mais il y en a d'autres où on est à l'époque actuelle, donc c'est juste des énigmes policières. Donc ça veut dire qu'il y aura des autres séries avec des autres noms toujours sur le même système? Voilà, alors il y aura toujours Q-System va englober apparemment plusieurs séries. Je dis bien apparemment parce que l'éditeur original, donc GDM, a déjà créé les 3 enquêtes suivantes et pense même à une version d'enquête enfant
Donc ici c'est clairement adulte parce qu'il y a un meurtre, faut trouver qui est coupable. Les enfants, ce sera peut-être plutôt où est passé le chat, et voilà. Mais donc j'ai pris une des boîtes qui est la tombe de l'archéologue. Alors c'est un jeu de cartes coopératif qui se joue de 1 à 8 joueurs. On peut même donc y jouer, on parlait des jeux qui se jouent seul, mais là on peut vraiment y jouer seul. C'est une énigme à résoudre. Je vais le déballer peut-être. Fais donc. Donc on a dans une boîte, on a 32 cartes. On a un QR code. Donc quand on le scanne, on arrive d'abord à une présentation du cas qui est orale, un peu comme ceux qui connaissent le jeu Kitchen Rush. Donc vous avez donc on vous présente le cas et puis vous avez accès aux règles précises. Évidemment, vous avez également les règles voilà, en petit livret dans la boîte. Alors le jeu se présente sous un format de 32 cartes. Chaque joueur va prendre 3 cartes et va pouvoir à son tour dire qu'il a, donc chaque carte va présenter un indice. Ce sera parfois des bons indices ou des mauvais indices. C'est à chaque joueur à essayer de deviner si c'est un indice pertinent ou non. Alors à votre tour, vous pouvez soit dire que vous avez une information sur les mots, certains mots sont soulignés, donc sur les mots qui sont soulignés. Donc j'ai une information sur une idole maudite. Et alors, c'est tout ce que vous pouvez dire, vous défaussez la carte. Ou vous lisez clairement à haute voix toutes les informations qui sont sur votre carte et vous posez la carte visible au centre de la table. C'est une information, c'est un jeu coopératif, je le rappelle, qui sera lisible par tout le monde. Ensuite, donc vous n'avez que 3 cartes en main, ensuite vous tirez une carte pour remettre votre main à 3. Le joueur suivant va faire pareil. Il va dire j'ai une information par exemple sur Sa Majesté la Reine et la défausser, ou il va complètement lire l'indice parce qu'il trouve que c'est pertinent et le mettre au centre de la table. Quand tout le monde aura joué toutes les cartes, donc défaussées ou mises sur la table, les gens vont essayer d'établir une théorie commune pour essayer de trouver qui est le coupable, comment il a tué, etc. Donc, alors, vous allez me dire pourquoi ne pas mettre toutes les cartes visibles sur la table. Alors, d'abord, une fois que toutes les cartes ont été jouées, vous êtes obligé d'avoir au moins 6 cartes défaussées. Ceci dit, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que, une fois que vous avez mis toutes les cartes avec tous les indices sur la table, vous allez ensemble discuter d'une théorie. Vous allez ensuite devoir répondre à 10 questions. D'accord. Chaque bonne réponse, donc qui a tué, pourquoi, etc. Chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Mais, de ce score, vous allez devoir retirer 1 point pour chaque carte non pertinente que vous aurez posée sur la table. Et elles sont répertoriées dans le livret de règles. Donc ça peut, voilà. J'ai fait une partie avec des amis vendredi soir. Ils avaient répondu convenablement à toutes les questions, ils avaient 20 points. Mais on a dû leur en retirer 6 parce qu'ils avaient posé au milieu 6 cartes qui finalement n'ont rien à voir dans le... Voilà. Et vous avez ensuite, une fois que vous avez votre score, ben, vous avez toute l'explication du comment, du pourquoi. Et puis vous comparez, un 18+, ben, vous êtes comparable à Sherlock Holmes, à 15, 16 points, etc. Voilà. Donc c'est un jeu qui se joue entre une bonne demi-heure à 45 minutes, qui se joue de 1 à 8 joueurs. Le niveau de difficulté est variable. Vous avez des enquêtes faciles, moyennes et difficiles. Celle-ci est une moyenne. Donc ça, les faciles à partir de 8 ans, mais plutôt à partir de 10-12, sachant qu'il y aura sans doute une série de Q-System qui sera prévue pour les enfants. Nous, on a trouvé le concept original. Alors, ce sera moins de 10 euros, ce sera entre 8 et 9 euros en commerce. C'est un bon argument. Voilà, ça se joue, c'est le one shot évidemment. Une fois que vous avez résolu l'enquête, vous connaissez la solution, vous ne savez plus jouer. Par contre, ce qui est très drôle, et moi j'ai fait ça vendredi, j'ai expliqué à mes amis, je les ai regardés jouer, et c'est très intéressant. Une fois qu'on connaît nous la solution, de voir comment eux ils y arrivent. Le mécanisme qu'ils mettent en place, c'est très amusant, voilà. Puis ça a duré une demi-heure, ça prend pas toute la soirée, c'est très sympa. Et puis comme ça coûte pas grand-chose, ben chacun, quand on est 8, on met chacun 1 euro et finalement.
Et moi, j'ai une question par rapport au Deckscape. On est plutôt dans un autre registre. On est plus dans l'enquête, moins dans l'escape room. Alors, le propre d'un escape, c'est de devoir trouver une solution dans un laps de temps défini. Ici, il n'y a pas de chrono. D'accord. En général, ça dure autour de 45 minutes, plus ou moins, en fonction si on est malin ou pas, enfin si on a l'esprit de logique ou pas, ou de déduction. Donc, ce n'est pas un escape room, c'est vraiment résoudre plein de petits casse-têtes, etc. pour arriver à un but final dans un laps de temps défini. Ici, vous avez juste une enquête. De la déduction. Voilà, de la déduction du début à la fin, Il y a moins de jeux de logique et plus vraiment une réflexion globale autour des différentes pistes et essayer de trouver la bonne piste. C'est ça. Essayez de, à votre avis, quelles sont les mauvaises pistes, essayez de les écarter, évidemment, quelles sont les bonnes à garder. Et une fois qu'on a mis toutes les cartes sur la table, vraiment élaborer une théorie commune, et puis répondre aux questions, essayer de faire un maximum de points. Donc c'est vraiment différent. Mais enfin, je le dis moi-même, c'est très sympa à jouer. Ça s'explique en 1 minute. Et ça répond bien aux attentes qu'on peut avoir à ce type de jeu. Pas trop cher, vite expliqué, mais très intéressant quand même, avec des niveaux de difficulté variables en fonction du cas. Combien d'interactions entre les joueurs? Oui, parce que là, il y a de l'échange. Il faut absolument changer les idées. Alors, toutes les cartes, ça je l'ai pas dit, mais donc quand vous avez une carte que vous voulez écarter, j'ai une information sur une idole, c'est tout ce que vous pouvez dire, parce que le mot idole était souligné, vous l'écartez, vous pouvez plus en parler jusqu'à la fin de la partie. Mais, essayez de retenir les informations, parce que peut-être que c'était finalement une bonne carte, et quand tout le monde a joué ses cartes et que vous en êtes à l'étape de la conclusion où chacun va essayer un peu de dire toutes les idées, vous pouvez évidemment, si vous vous souvenez des cartes que vous avez écartées, vous pouvez en parler à ce moment-là et dire... Une fois qu'elles sont décartées, on ne peut plus les réutiliser. Ah non, du tout. Jusqu'à la fin de la partie, non. La mémoire c'est ça. Joueur qui a défaussé la carte. C'est juste qu'une fois qu'on a mis toutes les cartes sur la table ou qu'on les a toutes défaussées, si on se souvient d'informations qui finalement étaient pertinentes, qu'on a écartées, on peut dire « Ah oui, mais moi j'ai une carte tout à l'heure qui parlait quand même d'une idole et ça me semble important. » Donc voilà, c'est vraiment une enquête policière. Une escape room, c'est plusieurs petites énigmes à résoudre dans un laps de temps bien défini. Ici, c'est une seule. Oui. Ici, en fait, tu as toutes des bribes d'informations et tu dois tout recontextualiser. C'est ça. Là où dans l'escape, c'est vraiment l'étape A te mène à l'étape B, tu peux pas arriver à B avant d'avoir fini A et ainsi. Exactement. Ici, c'est vraiment une approche. Ici, c'est un ensemble, une approche globale d'une énigme à résoudre. Okay. Et donc, ça marche, franchement, ça marche super bien. Et moi, ça m'a même beaucoup amusé de voir, j'ai observé mes amis jouer vendredi soir et c'était très intéressant de voir la logique de chacun, comment ils y arrivent, et ils ont très bien joué d'ailleurs. Et on considère une sortie à partir de... Alors, en boutique, vers le mi-février, un peu avant Cannes. Bon, nous, sortie officielle Cannes, on va faire d'ailleurs un stand spécialement dédicacé rien que pour ça. On va faire ambiance bureau de police et on va faire les cartes en grand qu'on pourra afficher sur un tableau, tu sais, comme on voit dans les films quand ils mettent les photos des suspects. Voilà, on a prévu ça. Et les 3 Sherlock vont sortir en même temps Les 3 Sherlock sortent en même temps. Je crois que normalement entre eux, donc il n'y a pas d'ordre défini pour les... Non. Alors on n'est même pas obligé d'acheter les 3. Je vous dis, c'est vraiment indépendant. On t'achète. Mais ils sortent tous les 3 en même temps, dans un même display. Voilà. Vers le milieu de l'année devraient sortir les 3 autres cas et peut-être des versions enfants. Et je sais que GDM qui pour le coup s'est associé et a créé l'Enigma Studio, a lancé, en tout cas dans leur pays, parce que le jeu a beaucoup de succès en Espagne, a lancé via leur site, via Facebook et tous les réseaux sociaux, des concours pour les gens qui ont des idées d'enquête, etc. Parce qu'il faut en créer. Donc, voilà. Une bonne idée. Là, déjà, si quelqu'un a une idée d'enquête, ça pourrait peut-être être dedans dans la prochaine. Voilà. Bien. Donc c'est notre prochain pari, mais je pense qu'il a tout pour plaire. Pour la petite anecdote, on
édité comme ça, sans trop savoir, 2000 de chaque. Comme il y en a 3, ça fait 6000 boîtes en tout. Nous sommes déjà sold out. Au niveau des boutiques, elles ont déjà tout précommandé. Ouh. Donc voilà. Pas traîner si on veut. Donc ça, nous c'est au niveau, donc nous en tant qu'éditeur, nos clients c'est les boutiques. Oui, oui. Donc c'est déjà parti. Si vous êtes un magasin, vous ne savez plus à commander. Ouais, mais je ne sais pas si c'est fait, mais on va très vite par contre rééditer déjà les 3 premières et on espère que ça va le faire au niveau des joueurs. Mais alors on a, je ne sais pas si la vidéo sortira avant Cannes ou pas. Je sais pas pourquoi c'est prévu. Ouais, c'est possible. Parce que ceux qui viennent à Cannes, je vous invite à venir nous dire bonjour, parce que le stand spécial qu'on a fait là-bas, c'est sur une enquête inédite. C'est pas une des 3 ici. Oh, C'est une enquête prévue uniquement pour spécial festival. Ça, c'est une bonne chose. spécial festival. Et alors il y aura des boîtes qu'on va distribuer. Je pourrais vous en filer une. Ah, c'est bien. Voilà, voilà. Donc ça c'est première boîte de lancement. Boîte goodies. Boîte goodies, boîte collector. Boîte finalement. collector, finalement. Oui, oui. Voilà. Ok, super. C'est très bien. Merci pour ta présentation. C'est vraiment chouette de pouvoir le voir un peu en avant-première. Et on va éteindre les lumières, on va vous dire au revoir. Nous, on va jouer et finir nos bières. On va jouer au proto de Cédric. Oui, Oui, ben oui. parce qu'il fait le timide, mais bientôt ce sera un auteur de jeux célèbres. On verra. On verra jusqu'où ça va. Avant de vous quitter, voilà. Les prochaines vidéos vont encore parler de jeux basés donc sur la Belgique. Et après, on changera de destination. Bruges peut-être. Voilà. Je ne sais pas si on aura Stéphane Feld en invité. Ça va être un peu... Ah, vous avez tourné si vous voulez. C'est vrai, Voilà. tout à fait. Alors, effectivement, ils sont dans notre base de données. Et il y a de grandes chances que ce soit ces jeux-là qui sortent. Je spoil. Et voilà, on n'aura pas tout le temps non plus les auteurs en invité, donc on sera que Tatiana et moi. On essaiera quand même de relier les jeux au contexte du pays quand c'est possible. Mais voilà, on continuera toujours à parler de manière se baser sur la culture, le côté culturel du jeu et beaucoup moins sur la thématique. Maintenant, une fois qu'on quittera la Belgique, on vous invite à nous laisser des petits commentaires pour vos pronostics sur la prochaine destination et sur le jeu qui vous sera présenté, et on verra. Si tu veux, pour Bruges, je me déguise en Feld et je fais semblant de parler allemand. On peut le faire, on peut essayer. On peut essayer. En tout cas, si jamais vous avez des remarques à faire par rapport à n'importe la longueur de la vidéo, la technique de montage, n'hésitez pas. C'est notre première vidéo, donc tous les commentaires sont bons à prendre. Et on considère qu'on part sur à peu près une base de 1 fois par mois. Évidemment, pas de manière ultra régulière, parce qu'on n'habite pas tous dans les mêmes coins de la Belgique. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, parce que ça nous fait plaisir et ça nous encourage à en faire plus. Et on vous dit, à la prochaine. Donc je vous donne rendez-vous dans 80 mois pour Essen alors. Exactement, pour Essen le jeu. Et puis même, rendez-vous aussi à Ça mord Cannes d'ici si là. vous avez l'occasion d'y passer, parce que tous ces gens de qualité pourront vous dire coucou à un festival ou un autre. Rendez-vous sur BGF où Étienne s'engage à vous offrir une bière si vous présentez la petite carte le représentant dans Bruxelles. Non mais c'est vrai, sérieux. Mais exactement, c'est très sérieux. Ok. Je m'y suis engagé. À bientôt. À la Ciao. prochaine, salut.